Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est la pause estivale. Pour vous accompagner pendant cette période, je vous propose les 4 épisodes dédiés à la sécurité psychologique. De retour le 11 août. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, un épisode particulier. Je vais vous lire, en traduisant de l'anglais au français, un article qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai lu, il y a quelques années. Et j'en parle de temps en temps dans mes formations, et je trouve que c'est un concept intéressant pour n'importe quel leader, de mettre en pratique les recommandations de cet article. C'est un article qui est très bien écrit, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc je peux le dire. Et donc la traduction que je vais vous en faire va pas lui rendre justice, mais il faut bien qu'un traduise d'anglais au français. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous lis l'article et on se retrouve juste après pour quelques conclusions. Comme beaucoup de jeunes de 25 ans, Joséphine n'était pas très sûre de ce qu'elle voulait faire. Elle avait travaillé pour une boîte de consultants, mais bon, c'était pas top. Ensuite, elle a fait un peu de recherche à Harvard, ce qui était intéressant, mais un peu un boulot solitaire. Elle savait en revanche qu'elle voulait faire partie d'une communauté, de quelque chose que les gens construiraient ensemble. Alors elle a pensé à plusieurs opportunités, des petites start-up, faire une thèse, pourquoi pas, mais pas grand-chose lui semblait tout à fait approprié. Finalement, elle choisit de ne pas décider et donc de faire un MBA. Quand elle arrive sur le campus, Joséphine, on lui assigne un groupe d'études parce que c'est devenu un espèce de rite dans les programmes de MBA, les groupes d'études, pour pratiquer le travail en équipe, et puis comme un MBA est aussi chargé de vous préparer à votre futur travail, ça développe aussi des compétences pour naviguer adroitement dans les dynamiques de groupe. Chaque jour, entre les cours ou après le repas, Joséphine et ses 4 collègues se rencontraient pour discuter les différents devoirs, comparer les notes et évaluer des stratégies pour les examens. Tout le monde était évidemment intelligent, curieux, et puis ils avaient beaucoup en commun. Ils avaient fait l'université dans des collèges similaires, ils avaient travaillé dans des boîtes similaires, donc ils partageaient d'expériences. Mais Joséphine espérait que ça rendrait ces expériences rendraient leur travail plus simple. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, le groupe d'études de Joséphine était une source de stress pour elle. Elle disait, j'avais toujours l'impression de devoir prouver qui j'étais, prouver ce que je valais. La dynamique du groupe la mettait en stress. Et puis d'ailleurs, quand ils se rencontraient, il y a certaines personnes qui essayaient absolument de prendre le leadership ou qui critiquaient les idées les uns des autres. Il y avait des conflits sur qui était in charge, comme on dit, qui était responsable, qui devait représenter le groupe dans la classe. Enfin, voilà. Joséphine dit, les gens essayaient de montrer l'autorité en parlant plus fort ou en se parlant par-dessus. Et du coup, j'avais toujours l'impression de devoir être attentive à ne pas faire d'erreur avec eux. Donc Joséphine s'est mise à trouver d'autres groupes auxquels elle pourrait participer. Elle finit par en trouver un qui était une espèce de compétition d'études de cas, où en fait les étudiants se regroupaient, on donnait un cas, qui était souvent un cas de la vie réelle, une entreprise qui avait un problème, et puis ils devaient trouver des solutions à ces cas. Et donc c'était pas très différent de ce que Joséphine faisait dans l'autre groupe, hein. Beaucoup de recherches, d'analyse financière, écrire des rapports, etc. Les membres de son deuxième groupe
le groupe des compétitions d'études de cas, avait beaucoup d'expériences professionnelles diverses. Il y avait un officier de l'armée, il y avait un chercheur, il y avait le directeur d'une ONG, un consultant, mais malgré leur background assez différent, finalement, ça a très très bien fonctionné. Ils s'envoyaient des gags débiles par mail, ils passaient chaque 10 premières minutes à taper le bout de gras, comme on dit, en début de chaque réunion. Par contre, alors quand il s'agissait de commencer à travailler, Joséphine dit, on avait un tas d'idées complètement folles. Et donc Joséphine a eu beaucoup de plaisir à suivre ce groupe, et donc il a continué ce groupe pour les 2 ans que le MBA a duré, son programme de MBA a duré. Alors que le premier groupe, le groupe d'études, s'est dissous au 2e semestre déjà. Ce qui était bizarre pour Joséphine, c'est que elle avait des expériences de groupe qui étaient aussi différentes que ça. Chacun des groupes était composé par des gens intelligents, extravertis, et donc elle savait pas trop pourquoi son expérience était tellement différente. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises réalisent que d'améliorer la performance individuelle des travailleurs ne suffit pas. Le commerce est plus global, beaucoup de travail se fait en équipe maintenant. Une étude publiée dans le Harvard Business Review dit que à peu près 50% du temps, les gens, managers comme collaborateurs, passent du temps à être en collaboration. 50% du temps. Alors évidemment, dans la Silicon Valley, c'est encore plus le cas, parce que beaucoup d'études ont montré que les groupes tendent à innover plus vite, à avoir des erreurs beaucoup plus rapidement aussi, et à trouver de meilleures solutions aux problèmes. Et donc toutes les entreprises essayent absolument de favoriser le travail en collaboration. La plus grosse entreprise, ou une des plus grosses entreprises de la Silicon Valley, c'est Google. Et donc Google, évidemment la productivité est une vraie problématique pour eux, et donc ils se sont mis en charge de trouver l'équipe parfaite. Alors, l'avantage de Google, c'est une entreprise de data, avec beaucoup de données, et donc ils avaient une 10aine d'années de data à utiliser pour essayer de trouver la recette finalement miracle de l'équipe performante, productive, disons. Alors, du coup, ils ont commencé une initiative qu'ils ont appelée le projet Aristote pour étudier des centaines d'équipes Google et voir pourquoi est-ce que certaines étaient productives et d'autres pas. Donc une équipe projet se met en place avec des chercheurs et on retrouve Joséphine qui avait décidé que finalement après son MBA, étudier la psychologie d'entreprise, c'était quelque chose qu'elle voulait faire et donc elle s'est fait engager par Google. Alors, par quoi ont commencé les chercheurs du projet Aristote ? Par une revue de la littérature académique des derniers 50 ans. Est-ce que les meilleures équipes étaient faites de gens avec des intérêts similaires ? Ou est-ce que ce qui comptait plus, c'était que tout le monde était motivé par la même chose ou par le même type de récompense ? Bon, ils ont étudié tout un tas de ces recherches et ils se sont dit, tiens, dans Google, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les gens mangent plus ensemble ou pas ? Est-ce que les gens font des activités sociales en dehors du boulot ou pas ? Est-ce que leur background est différent ou pas ? Bon, ils avaient toutes ces données et donc ils ont pu commencer à analyser ces données. Le problème, c'est que peu importe comment les chercheurs arrangeaient les données, il n'y a pas de schéma qui apparaissait. Aucune preuve que la composition de l'équipe faisait aucune différence dans la productivité de l'équipe. Un des chercheurs dit, on a regardé à 180 équipes sur l'ensemble de l'entreprise, on avait beaucoup de données, mais il n'y a rien qui montrait que c'était un mix spécifique de personnalité, de type, de compétences, de background qui faisait la différence. Qui y avait dans l'équipe semblait faire aucune différence. Par exemple, certaines équipes qui étaient dans les plus productives de chez Google étaient composées de gens qui étaient amis en dehors du travail. D'autres groupes, très efficaces et très productifs aussi, étaient faits de gens qui étaient parfaitement étrangers en dehors du travail.
Certains groupes avaient de très très bons managers. D'autres groupes avaient des managers plus participatifs. Pire encore, deux teams qui avaient quasiment la même composition, les mêmes conditions, mais avec des différents niveaux d'efficacité, voire des niveaux très différents d'efficacité. Et le chercheur dit à Google, on est assez bon à trouver des schémas, des patterns, comme on dit, des régularités, et ici, il n'y avait rien. Alors il continue à chercher, et Joséphine et ses collègues, en comparant toujours ce qu'ils trouvent à la littérature académique, trouvent toujours des papiers de psychologues et de sociologues qui font référence à quelque chose qu'on appelle les normes de groupe. Les normes de groupe, ce sont les traditions, les standards de comportement et les règles, souvent informelles, qui gouvernent comment est-ce qu'un groupe fonctionne. Alors, par exemple, un groupe aura une norme de groupe où on va éviter les désaccords. On aura un autre, au contraire, où on aura un groupe qui va encourager une culture d'arguments vigoureux et décisifs. Alors, les normes peuvent être évidemment informelles ou latentes ou implicites, ou au contraire complètement ouvertes. Mais peu importe, leur influence est très très profonde. Donc, les chercheurs de chez Google découvrent que les normes de groupe ont une importance dans la construction et donc dans la performance du groupe. Donc les chercheurs du projet Aristote commencent à regarder dans les datas qu'ils avaient collectées, est-ce qu'il y avait mention de ces normes? Alors ils cherchent, par exemple, des occurrences quand quelqu'un d'une équipe parle d'un comportement particulier comme d'une règle non écrite. Ou bien quand les gens, en répondant au questionnaire, disent que certaines choses font partie de la culture de l'équipe, puisque les normes de groupe construisent une partie de la culture de l'équipe. Alors, par exemple, certains groupes disaient que les membres de l'équipe s'interrompaient tout le temps, et que les team leaders, eux, renforçaient ce comportement par interrompre aussi. Dans d'autres teams, les leaders, les team leaders, plutôt essayaient d'imposer un ordre de conversation. Et quand quelqu'un interrompait une autre personne, eh bien, tout le monde demandait à la personne de laisser l'autre personne terminer. Certaines équipes célébraient les anniversaires. Et chaque meeting commençait par un peu de small talk, comme on dit, à propos de ce qui se passait dans le week-end ou dans la semaine. D'autres équipes, au contraire, se mettaient directement au boulot et il n'y avait absolument aucun chit-chat, aucune discussion. Donc, ils ont regardé leurs 180 groupes et les chercheurs du projet Aristote ont conclu qu'effectivement, comprendre et influencer les normes des groupes était la clé pour améliorer les équipes de Google. Mais Joséphine, qui maintenant était en charge de la recherche, avait besoin de savoir lesquelles de ces normes comptaient le plus. Parce que le problème, c'est que la recherche de Google avait identifié des dizaines, des douzaines de comportements qui semblaient importants, mais sauf que certaines fois les normes d'une équipe efficace étaient en contradiction avec les normes d'une autre équipe tout aussi efficace. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser les gens parler, ou bien il fallait avoir un tour? Quelles étaient les bonnes normes pour avoir une équipe efficace? Alors imaginez, vous avez une équipe A, qui est composée de gens qui sont tous évidemment très intelligents, qui ont beaucoup de succès dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Et quand vous regardez une vidéo de cette équipe en train de travailler, vous voyez les professionnels qui attendent qu'un sujet arrive, dans lequel ils sont experts pour s'exprimer. Et qui expliquent du coup à tout le monde ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un fait un commentaire un peu à gauche ou à droite, et que le commentaire commençait à partir un peu à gauche, eh bien tout le monde dit attention, on est en train de sortir des rails, et donc il faut absolument remettre le meeting sur les rails. C'est une équipe efficace. Pas de chit-chat, pas de long débat, tac, on arrive, ça termine quand c'est terminé. L'équipe B, elle, est différente.
Il y a tout un tas de gens différents avec des niveaux de succès complètement différents. Les gens sortent et entrent dans les discussions un peu comme ils veulent. Les gens complètent les phrases les uns des autres. Quand un membre de l'équipe change de sujet, le reste, hop, du groupe le suit pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à discuter là. Et puis à la fin, en fait, c'est pas qu'il y a une fin de meeting, c'est qu'à la fin du meeting, les gens continuent à rester dans le meeting pour discuter de ce qu'il faut discuter, en particulier de leur vie privée. Quel groupe est-ce que vous rejoindriez, vous ? Eh bien, la réponse, dans une étude de chercheurs en psychologie de l'université de Carnegie Mellon, au MIT, donc près de Boston, ont essayé de répondre à une question qui est très très proche de celle-là. La question c'est est-ce que on peut définir une espèce d'intelligence collective du groupe qui permettrait du coup à ce groupe, en lien avec notre article, qui permettrait à ce groupe d'être plus productif, plus efficace. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont recruté des gens, on leur a fait faire tout un tas de tâches, ils ont mesuré comment ça se passait, et donc ils ont trouvé les choses suivantes. Première chose, c'est que les équipes qui étaient bonnes sur un type de tâche étaient en fait bonnes sur toutes les tâches. Au contraire, des équipes qui étaient pas bonnes dans une des tâches semblaient être pas bonnes dans absolument toutes les tâches. Et donc, ce qui distinguait les bonnes équipes, entre guillemets, des équipes moins bonnes, c'était plutôt pas la composition, pas tellement les procédures de travail, mais comment les gens se traitaient les uns les autres. Donc, en gros, les bonnes normes, on revient à nos normes, les bonnes normes pouvaient augmenter l'intelligence collective du groupe, alors que les mauvaises normes pouvaient complètement rendre une équipe dysfonctionnelle. Ce qui était intéressant, c'est que pas toutes les bonnes équipes se comportaient de la même manière. Et donc, comment ça se fait ? Eh bien, ce qu'ils ont remarqué, les chercheurs, c'est que il y avait deux comportements que toutes les équipes partageaient en général. Première chose, dans les bonnes équipes, les gens parlaient à peu près tous en proportion équivalente. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'équivalence de distribution de prendre son tour en conversation. Tout le monde parle à peu près en quantité équivalente. Deuxième chose que toutes les équipes partagent, c'est que toutes les équipes avaient une sensibilité sociale moyenne élevée. En fait, la sensibilité sociale, c'est la capacité des gens à deviner comment les autres se sentent basé sur leur ton de voix, leur expression, etc. Donc sensibilité à comment ça se passe, quelle perception les autres ont de moi. Et donc ces deux choses, eh bien, toutes les équipes dans la recherche de l'université de Carnegie Mellon, toutes les équipes qui étaient efficaces, productives, suivaient ces deux comportements, ces deux normes. Donc, à choisir entre l'équipe A, finalement, très sérieuse, très carrée, et l'équipe B, où c'est un peu plus le beans, eh bien, vous devrez plutôt choisir l'équipe B. Parce que même si l'équipe A, en fait, est remplie de gens tout à fait intelligents, tout très optimisé pour une performance individuelle de pic, le problème c'est que il y a pas les normes du groupe encouragent pas les gens à parler, il y a que très peu d'échanges, et puis du coup ils se connaissent pas très bien dans le terme, ils n'arrivent pas à distinguer ce qui se passe plutôt bien chez les autres ou pas. Donc la sensibilité sociale est faible et le temps de parole n'est pas non plus équitablement réparti. Alors que, bien sûr, dans le team B, c'est un peu le bordel, les gens se parlent les uns par-dessus les autres, ça va, on part à gauche, on part à droite, mais elle peut sembler inefficace, mais en fait, toutes les équipes parlent autant qu'il est nécessaire, tous les membres de l'équipe parlent autant qu'il est nécessaire, et puis ils sont très sensibles à ce qui se passe au niveau de l'humeur, et ils peuvent le faire parce qu'ils se connaissent bien, parce qu'ils partagent des choses qui sont personnelles, et donc ils arrivent à bien se connaître. En revanche, donc ce que ça veut dire, c'est que comme l'équipe B ne contient pas de stars, des experts individuels, par contre, l'ensemble peut faire que
cette équipe B est plus efficiente que l'équipe A. Alors, ces deux normes, donc prendre son tour dans la conversation et avoir une sensibilité sociale moyenne élevée, on a regroupé ça dans un terme qu'on appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est un sens de confiance que l'équipe ne va pas rejeter ou punir quelqu'un parce qu'il va dire quelque chose. C'est un climat d'équipe qui est caractérisé par une confiance interpersonnelle et un respect mutuel dans lequel les gens se sentent à l'aise pour être qui ils sont. Alors évidemment, quand Joséphine et ses collègues chez Google tombent sur cette étude, voilà, subitement tout se mettait en place. Un ingénieur, par exemple, avait dit aux chercheurs que son équipe, son chef d'équipe, était direct et tout à fait ouvert, ce qui crée un espace de sécurité pour prendre des risques. Cette équipe était parmi les plus performantes chez Google. Au contraire, un autre ingénieur dit aux chercheurs que son équipe avait aucun contrôle émotionnel. Il panique sur des petites choses, il veut absolument tout contrôler, et cette équipe, évidemment, ne performait pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'employés avaient parlé, en fait, de comment les différentes équipes étaient vécues. Et Joséphine dit, mais finalement, ça a fait beaucoup de sens pour moi, puisque j'ai été dans 2 équipes au collège, la première avec le groupe d'études, le deuxième avec le groupe dans le MBA, qui étaient 2 groupes de gens tout à fait intelligents, mais j'ai eu une expérience du groupe qui était tout à fait différente et bien meilleure dans le deuxième groupe que dans le premier. Et donc, dans le groupe MBA, donc les combats pour le leadership, la tendance à critiquer pour rien, la mettait sur ses gardes. Donc aucune sûreté psychologique. Alors que dans le deuxième groupe, qui pourtant était un groupe compétitif, il y avait de l'enthousiasme pour les idées des uns des autres, on parlait, on avait du fun, on partageait des expériences. Chacun pouvait être présent comme il était avec ce qu'il avait à disposition. Et donc, le projet Aristote a montré que le concept de psychologie, de sûreté psychologique, pointait du doigt certaines normes de groupe qui étaient vitales pour le succès. Voilà la fin de l'article. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas très compliqué. Vous voyez que quand on fait du team building, on dit ça sert à rien, le team building, on s'en fout. Bon, c'est sympa, on va boire un verre, mais détrompez-vous. Quand on se connaît bien, on arrive justement à avoir le bon niveau de sensibilité sociale. Je connais les gens. Ouais, je vois là. Cette expression sur le visage de Joseph, là, pas bon signe. Ouais, il faut que j'y pose la question. Mais j'ai dit un truc qui t'a pas plu, Joseph ? Et hop, on va parler de ce qui va bloquer l'équipe. Team building. Numéro 2. Les tours de parole. Chacun, donner la possibilité à chacun de s'exprimer. Tempérer ceux qui parlent trop, susciter ceux qui parlent pas assez. C'est pas très difficile non plus. Donc vous voyez que en tant que manager, ça peut être dans votre famille, dans votre groupe de pompiers, ça peut être vous voulez, de réussir à mettre sur pied ces 2 choses va vous aider à améliorer l'efficacité de votre équipe. C'est pas très compliqué. Et donc je me réjouis d'avoir vos feedbacks par rapport à ça quand vous aurez essayé. Et puis volontiers d'en discuter lors d'un prochain podcast. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.